Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi et je veux tout d'abord remercier Frédéric Collin de m'avoir invité à donner cette visioconférence dans le cadre du séminaire de master à l'Université de Strasbourg. Je vais partager mon écran pour commencer commencer ma conférence. Aujourd'hui, je vous parlerai des tombes monumentales tardives de la Sassif, de la nécropole thébaine de la Sassif, qui se situe sur la rive orientale, la rive ouest, la rive occidentale du Nil, dans la ville actuelle de Luxor. En fait, il y a deux nécropoles de la Sassif nord et la Sassif sud. La Sassif nord correspond à l'esplanade qui est devant les trois temples de Deir el-Bahari, donc les premiers temples de Montouotep II, les temples d'Hatchepsout et entre les deux, les temples de Toutmoses III. Tandis que la Sassif sud, pour prendre une définition qui a été utilisée la première fois par Richard Lepsius, se situe dans un wadi, dans un petit wadi, le wadi Hatassoun, qui est à peu près en correspondance du temple funéraire de Ramsès II ou les Ramesséum. En ce qui concerne la Sassif nord, qui souvent dans la littérature égyptologique est appelée Sassif tout court, les premières attestations des sépultures dans cette nécropole datent de la 11e dynastie, surtout à partir du règne de Montouotep II, donc c'est-à-dire 21e siècle avant Jésus-Christ. Mais ensuite, la nécropole a vécu une histoire très très longue, avec une phase de développement particulièrement intense, justement à l'époque tardive, sous les 25e et 26e dynasties, quand les tombes monumentales dont je vais vous parler cet après-midi ont été édifiées. Et un groupe de ces tombes monumentales, à ce moment-là, ont été édifiées, creusées aussi dans la partie méridionale de la nécropole de la Sassif. Ces tombes monumentales, qu'on appelle souvent aussi tombes palais ou tombes temples, appartenaient à des personnages qui faisaient partie de l'élite thébaine de l'époque. Ils étaient des hauts fonctionnaires ou des hauts prêtres du clergé thébain et la plupart d'entre eux portent les titres principaux de grand majordome de la divine adoratrice. C'est par exemple le cas de Arwa, l'un des propriétaires de ces tombes, tandis que par exemple Padiamenopé, qui est avec Montouemat les propriétaires d'une des deux tombes majeures de la nécropole, avait comme titre principal celui de prêtre lecteur. Mais parmi les dizaines de titres de Padiamenopé, il y en avait aussi d'autres qui nous font penser qu'en fait, il était plutôt un grand intellectuel proche de la famille royale couchite. Montouemat, propriétaire de l'autre grande tombe de la Sassif nord, la TT 34, que vous voyez ici, était quant à lui gouverneur de la ville, donc gouverneur de Thèbes,
d'Égypte et 4e prophète d'Amon. 2 de ces tombes, à part des tombes de l'Assasif, appartenaient à des femmes, Mutirdis et Irti-Eru, tous les deux en quelque manière associés à la divine adoratrice. Et dans l'Assasif sud, que vous voyez ici, les tombes, il y a 4 tombes principales, 2 d'entre elles, la tombe de Karakamon et la tombe de Karabaskeni, appartenaient probablement à des personnages d'origine couchite qui étaient arrivés à Thèbes à la suite des pharaons couchites de la 25e dynastie. Toutes ces tombes, voici une liste des tombes de l'Assasif nord et sud. Les tombes de l'Assasif sud, les 4 tombes de l'Assasif sud sont les tombes en rouge, couvrent une période qui va de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on est à l'époque de la 25e dynastie couchite, jusqu'au 3e quart du 6e siècle Jésus-Christ, donc la 26e dynastie. Donc c'est une histoire plutôt longue, presque 2 siècles. Et à ces tombes, à ces 16 tombes de l'Assasif nord et sud, j'ai ajouté dans mes recherches aussi la tombe de Bakérenef, une tombe qui est située dans la nécropole de Saqqara, donc dans le nord du pays, mais qui montre au niveau d'architecture, tout comme au niveau de programmes décoratifs, des connexions et des liens très intéressants avec les tombes thébaines. J'ai commencé à m'intéresser de l'histoire de la nécropole de l'Assasif en travaillant, comme Frédéric le disait, en tant qu'épigraphiste dans la tombe d'Arwa, sur laquelle j'ai aussi préparé ma thèse de doctorat qui portait sur les chapitres du livre des morts qui sont gravés dans la cour de cette tombe. Ici, vous voyez la cour d'Arwa et ce qu'on appelle le porche d'entrée qui permet d'entrer dans la première salle hypostyle de la tombe. C'est cette cour qu'en allemand on l'appelle Lichthof, est creusée au-dessous du niveau du sol et l'une des caractéristiques, des éléments les plus typiques de ces tombes tardives de l'Assasif nord et sud. Quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse de doctorat, j'ai bientôt réalisé qu'aucune recherche générale n'avait encore été effectuée, aucune recherche capable de fournir une vue d'ensemble des programmes décoratifs de ces tombes-palais, qui sont caractérisés par toute une série de points communs extrêmement intéressants. En effet, si Dieter Eigner, un architecte, avait mené une importante étude générale sur ces monuments, sous l'aspect architectural, il s'agit d'une publication absolument fondamentale pour toute personne qui s'intéresse de la nécropole de l'Assasif. Les thèmes ornementaux, donc tout ce qui a à voir avec les textes et les scènes qui ornent les parois de ces tombes, et les rapports que ces programmes décoratifs ont avec l'architecture n'avaient pas encore été abordés dans une recherche approfondie, une recherche de grande ampleur visant à investiguer dans leur totalité et surtout d'une manière comparative les décors de ces tombes tardives
et les tombes des Lazassif et celles similaires de Bakr-Nef à Saqqara. J'ai donc essayé de combler au moins en partie cette lacune. Mais le travail s'est immédiatement présenté comme un très grand défi, car en fait, sur les 17 tombes mentionnées, que je vous ai mentionnées, seules quelques-unes avaient déjà fait l'objet d'une monographie. C'est le cas de la tombe d'Ibi, publiée par Pullman and Schenkel, la tombe d'Anghor, publiée par Bitak et Reisler-Haslauer, les deux tombes de Mutirdis et de Baza, publiées par Jan Assmann, la tombe de Padur Resmet, publiée par Grefe, et dans quelques semaines, je pense, il y aura aussi la dernière publication éditée par Louise Gestermann et ses collaboratrices sur une première partie de la tombe des Montwenat, c'est-à-dire les salles qui vont, les dernières salles de la tombe jusqu'au caveau, jusqu'à la chambre funéraire. Mais les autres tombes sont publiées d'une manière soit partielle, sous forme normalement d'articles, ou bien complètement, entièrement inédites. C'est le cas, par exemple, de la tombe de Pabaza et de la tombe de Padinate. Dès les débuts de mes recherches, l'un des objectifs primordiaux était de mettre en exergue les particularités et les similitudes décoratives entre les tombes examinées comme un point de départ pour toute une série de considérations plus approfondies. À la fin de cette étude, alors, deux éléments de réflexion et d'investigation principaux sont émergés. Les premiers visent à l'interprétation des tombes selon un modèle qui emprunte la définition de Dieter Arnold pour l'étude des temples du Nouvel Empire, c'est-à-dire Wanderlief und Raumfunktion. Il paraît en fait assez évident que texte et scène forment un tout avec l'architecture et que leur lecture intégrée, croisée ou bien spatialisée pour suivre la méthode qui a été appliquée par James Allen et Bernard Mathieu au texte des pyramides dans les pyramides à texte. Donc, cette lecture intégrée peut aider à expliquer la fonction des différentes parties de ces tombes. Ces hypogées monumentaux, avec leur riche programme décoratif, se présentent en fait comme la manifestation tridimensionnelle d'un discours que j'ai appelé rhétorique, un discours qui est très élaboré, très complexe, et dans lequel les protagonistes et les défunts, tout au long de son parcours double d'aller et retour, donc d'entrée et de sortie, dans l'au-delà et dans la tombe. Donc, c'est un discours qui, par étapes, et on pourrait dire crescendo, raconte les voyages de l'individu dans le monde inférieur jusqu'à sa renaissance. Et la tombe, les différentes pièces de la tombe servent de scénario pour ces voyages. Le second type d'analyse que j'ai abordé dans ma recherche concerne les processus de transmission et de diffusion des thèmes décoratifs qui caractérisent ces tombes tardives.
Est-ce qu'on peut parler de copie directe de certains éléments du décor à partir d'autres monuments plus anciens, ou plutôt il faut imaginer que les concepteurs de ces programmes décoratifs ont recours à des modèles qui étaient conservés dans des archives, dans des bibliothèques, sur des papyrus, des rouleaux, des cuirs. Une série d'éléments témoigne de l'emploi des textes, d'iconographie et d'éléments architecturaux d'inspiration très ancienne qui vont de l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire. Et donc, l'origine est très variée, très différente. De la région memphite, donc du nord du pays, jusqu'à Thèbes, en passant par Assiout et Abydos. Dans ce contexte, c'est clairement manifester les rôles créatifs des individus, des propriétaires des tombes ou bien des concepteurs du décor, qui, lorsqu'ils ont repris des textes ou des iconographies anciennes, les ont adaptés, modifiés et contextualisés dans leurs monuments. Venons donc au premier aspect, donc celui des liens entre les programmes décoratifs et l'architecture des monuments. C'est que, pour reprendre la définition d'Arnold, et les Wandrelief und Raumfunktion. Donc, après une phase initiale qu'on peut définir des transitions et des passages entre les mondes des vivants et l'au-delà, qui caractérise la superstructure de ces tombes, ainsi que l'escalier et la porte d'accès. Ici, j'ai pris comme modèle la tombe de Pabaza, une tombe de la 26e dynastie. Pabaza était grand majordome de la divine adoratrice Nitocris Ier sous les rois psamétiques Ier. Et donc, je me sers de cette tombe comme modèle. Donc, je disais, après une première phase de passage et d'introduction, les défunts dans les vestibules est introduit auprès des dieux et il reçoit les visiteurs que lors des funérailles et des cérémonies religieuses qui avaient lieu dans la nécropole après l'enterrement, venaient visiter la tombe. C'est par exemple le cas de la belle fête de la vallée ou, comme Claude Tronecker l'a défini, la version tardive de ces fêtes anciennes. Après les vestibules, il y a la cour, les fameux Lichthof que je vous ai montré dans les cas de la tombe d'Arrois. Dans la cour a lieu la préparation ou bien l'initiation du défunt pour les mondes inférieurs et les espaces les plus sacrés du monument. Grâce à une série de rituels comme l'ouverture de la bouche ou l'exposition de sa momie aux rayons du soleil, les défunts retrouvent ses fonctions vitales. Il est purifié, il est pourvu d'offrandes et il peut ainsi entamer son voyage effectif, un voyage dans la tombe, mais aussi dans la droite, qui est un voyage cyclique, donc un voyage d'aller et retour, qui a donc dans la cour son début et une de ses conclusions possibles sous les signes d'Osiris et du dieu soleil, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, les premières pièces de la tombe, normalement il s'agit d'une voire deux salles hypostyles, et les appartements qui suivent représentent respectivement la partie
cultuels et liturgiques et funéraires de ces parcours, où les défunts, qui est désormais bien équipé, magiquement approvisionné, à l'abri des dangers et pourvu de toute la connaissance nécessaire, justifiée par les tribunaux d'Osiris et transfigurée, tout cela, bien sûr, grâce aux textes qui sont gravés sur les parois de ces salles, va donc à la rencontre de Dieu. Et il peut alors descendre dans la barque des rats, les dieux rats, pour en suivre les voyages quotidiens et rejoindre finalement Osiris dans sa maison au fond de la Douate. L'apogée de ces voyages de régénération, un voyage qui est plus ou moins long, bien sûr, en fonction des plans de différentes tombes. Nous verrons que la tombe des Padiamenopée a multiplié ces possibilités de parcours. Donc, l'apogée de ces voyages se situe dans les caveaux. C'est là que les défunts, tout comme les dieux de mort Osiris, s'éveille enfin de son sommeil temporaire et sort au jour dans l'horizon oriental du ciel à la suite du disque solaire. Donc, il reprend en fait aussi les chemins à l'envers pour sortir au jour dans la cour, ou bien, dans quelques cas, il peut aussi sortir vers le ciel septentrional, vers les étoiles impérissables, comme chez Padiamenopée. La Renaissance se fête, le défunt est désormais divinisé, fait partie de la compagnie des dieux et son parcours est arrivé jusqu'au bout. Or, ces doubles parcours, on disait, un parcours d'aller et des retours, d'entrée et de sortie, devient particulièrement évident si on observe certains éléments du décor qui ont un lien particulièrement étroit avec l'architecture de ces hypogées. Ainsi, par exemple, dans une série de tombes, ici vous avez encore une fois la tombe des Pabazar, à droite la tombe du Padiorresnet, mais en fait, c'est que ces systèmes se trouvent aussi chez Arroy, chez Caracamon et chez Chancre. Donc, dans ces tombes, on voit bien que la cour, ici plutôt c'est les porches d'entrée qui suivent la cour, peut être idéalement divisée en deux parties. L'une destinée au dieu soleil, voire à la vie terrestre, c'est la partie qui est généralement à gauche et que peut correspondre au jour, et l'autre au dieu Osiris, chez Pabaza, Osiris et Atum, Atum en tant que représentant version nocturne du dieu soleil. Donc, Osiris ou Osiris Atum est à la vie dans l'au-delà, la partie qui est généralement à droite et qui peut correspondre à la nuit. Ces deux parties peuvent être associées au parcours d'entrée dans la tombe, tandis que l'autre partie au parcours inverse de sortie. Et cela devient particulièrement clair si on observe ce qu'on trouve dans la salle hypostyle, où ces parcours se poursuivent. Alors, la tombe de Padiorresnet représente à ces propos un peu une exception parce que, au lieu d'avoir ces décors dont je vais vous parler dans la salle souterraine, il l'a placé dans la cour. Et cela, c'est peut-être dû au fait que la salle hypogée, comme vous le voyez, n'a pas de piliers.
Aigner a avancé l'hypothèse qu'en fait, les plans originaux, les plans d'origine de la tombe, les projets d'origine, devaient comporter une salle hypostyle, mais que finalement, seulement la partie centrale, la nef centrale, a été creusée. En tout état de cause, une fois que les défunts commencent son voyage vers l'intérieur de la tombe, on voit bien que son parcours suit les parcours du dieu soleil, car sur la rangée des piliers à droite, on trouve les rituels des heures du jour qui marquent donc les parcours que le soleil, comme les défunts, accompli vers l'ouest. On commence par la première heure du jour et on termine avec la 12e heure du jour. C'est donc un parcours qui va d'est en ouest pour arriver jusqu'à Osiris, dont on trouve parfois une image, une statue dans la partie finale de la tombe. Mais les parcours ne se terminent pas là. Parce que, ayant rejoint Osiris, les défunts, à l'instar du dieu soleil, dont il suit les parcours, reprend, revigoré, sa marche vers l'extérieur de la tombe, c'est-à-dire vers la cour, où il veut sortir tous les matins en compagnie du dieu soleil qui se lève. Et cette deuxième partie du parcours correspond donc au rituel des heures de la nuit, donc de la première heure de la nuit jusqu'à la 12e, qui marque la fin de la nuit et les débuts du jour. Donc, c'est un parcours qui va, lui, d'ouest en est. La cour devient donc, on le voit bien, les lieux où les défunts se préparent à entrer dans les mondes inférieurs pour aller à la rencontre d'Osiris, mais également les lieux où, à l'issue de ces parcours, il sort au jour en compagnie du dieu soleil. Tous ces discours, peut-être un peu complexes, sur les parcours d'entrée et de sortie, peut devenir beaucoup plus complexe chez Padiaménopée. Où il y a une multiplication des parcours possibles et aussi une multiplication des voies de sortie possibles. Vous voyez, j'ai indiqué avec des flèches vertes les parcours qui portent les défunts dès l'extérieur à l'intérieur de la tombe, parcours qui a de différentes sections, sections, et qui comporte aussi un passage autour du cénotaphe que, selon l'interprétation de Claude Tronecker, pourrait être la réplique d'une superstructure désormais perdue de l'Osireion d'Abydos. Les étoiles ici montrent les possibles sorties que Padiaménopée aurait eu à sa disposition pour sortir justement au jour, soit en revenant vers la cour, une sortie vers l'est, soit en sortant par le nord vers les étoiles impérissables, dans les caveaux ou dans ces petits couloirs 13-3 où on trouve ici une petite niche porte qui aurait dû permettre à Padiaménopée de rejoindre les étoiles impérissables. Isabelle Régent a pu montrer en fait que ces couloirs représentent la fin de toute une série de textes qui montrent la renaissance du soleil et qui vont avec l'idée d'une renaissance du défunt.
Dans ce discours d'entrée et de sortie, un rôle important est joué par l'écriture, l'emploi de l'écriture rétrograde. Nous savons que l'écriture rétrograde est largement employée dans les tombes tardives. Juste une petite explication. Pour écriture rétrograde, on entend un système de notation où les hiéroglyphes, vous le voyez par exemple ici, c'est un détail du chapitre 18 du livre de mort qui se trouve dans la première salipostyle. Vous voyez que les hiéroglyphes sont tous orientés vers la droite et les colonnes s'élisent de gauche à droite, donc comme ça. Et dans la vignette, la figure du défunt est lui aussi orientée dans la même direction. Donc tout est homogène et tout doit montrer les parcours que le défunt doit accomplir. Si vous regardez ici, les parties, les flèches rouges montrent les textes en écriture rétrograde qui montrent d'une manière assez claire celles qui devaient être les parcours du défunt pour entrer dans les monuments. Et l'écriture rétrograde est donc une écriture qui est fonctionnelle pour exprimer d'une manière visuelle l'idée du défunt qui parcourt la droite avant de sortir au jour avec le dieu soleil. Mais à cet égard, il y a un élément qui est particulièrement intéressant dans la chambre funéraire de Padiamenopée, qui est ici. Les chapitres du livre de mort qui sont gravés sur les deux parois latérales, donc est et ouest, sont en écriture rétrograde, mais elles sont orientées vers l'entrée de la salle et non vers les fonds de la salle comme on pourrait s'y attendre sur la base de ce qu'on observe habituellement dans les restes de la tombe. Vous le voyez ici. Or, cette anomalie semble correspondre à un changement de direction dans les parcours du défunt qui, une fois arrivé dans la dernière pièce de la tombe, dans les caveaux, il peut soit sortir au jour, sortir au nord vers le ciel septentrional, ici où il y a la petite étoile, soit revenir en arrière pour sortir au jour par la porte principale de la tombe qui donne sur la cour. Cette hypothèse serait confirmée d'ailleurs par la disposition des heures de l'âme droite sur les parois de la même chambre funéraire, car la 12e heure de l'âme droite, qui est relative au lever du soleil, se trouve ici, sur la paroi est, comme Isabelle Régent l'a montré. Donc, ça correspond à l'horizon oriental du ciel, à côté de l'entrée de la salle 22, qui donc nous apparaissent comme un lieu de passage principal vers la Renaissance, un des lieux de passage dans les monuments. Un autre exemple de corrélation très étroite entre architecture et texte se manifeste, toujours en ce qui concerne la tombe de Padiamenopée, dans la salle 3, dans les salles 3, 4 et 11, qui sont décorées avec des formules des textes des pyramides en cours d'étude par Bernard Mathieu. Mathieu a mis en évidence que par leur plan et par leur décor, les deux salles 3 et 4 évoquent une partie des pyramides à texte, cette partie-ci. En particulier, la salle 3 comporte des formules
que vous voyez ici, surtout relative à l'ascension céleste du défunt et à son intégration dans les mondes divins, des formules qui figurent habituellement dans les pièces qui précèdent la chambre funéraire du roi. Quant à la salle 4, elle a comme objet des formules de consécration des onguents, des huiles pour les défunts, ainsi que des formules sur la transfiguration, voire la résurrection du défunt. Et toutes ces formules sont normalement inscrites sur les parois latérales, nord et sud, de la chambre funéraire du roi, dans les pyramides à texte. Par conséquent, chez Padiamenopée, on voit bien que les salles 3 et 4 reproduisent dans leur décor comme dans leur disposition réciproque ces secteurs précis d'une pyramide à texte. Or, si on applique à ces secteurs de la tombe la lecture spatialisée qui se base sur la théorie de James Allen, la théorie cosmographique de James Allen, et pour les pyramides à texte, une théorie qui a été reprise par Bernard Mathieu, il s'ensuit que, à l'instar du roi qui sort de son sarcophage et va vers les ciels, monte vers les ciels, Padiamenopée aussi aurait dû sortir de sa tombe, sortir de la salle 4, passer dans la salle 3 et finalement continuer son parcours jusqu'à la cour. En plus, il faut ajouter que Bernard Mathieu observe que cette petite salle de la tombe de Padiamenopée, la seule salle en épigraphe, salle c'est plutôt un annexe, la seule salle en épigraphe de la tombe pourrait, elle, être l'image, la reproduction du serdab des pyramides à texte. Donc, il y a vraiment une correspondance assez précise entre ces secteurs de la tombe de Padiamenopée et d'une pyramide royale de l'Ancien Empire. Pour ce qui est de la salle 11, elle est ornée d'autres nombreuses formules de textes de pyramides qui font partie de deux séquences. La première, en rouge, comporte des textes apotropaïques ou des textes conjuratoires, surtout contre les serpents, qui figurent également sur la paroi ouest de la chambre funéraire d'Ounas dans les pignons, au-dessus du sarcophage du roi. La deuxième séquence, en bleu clair, que j'ai pu identifier comme la Spruchfolge D d'Altenmüller, est gravée sur les parois nord et ouest de la même salle 11. Elle comprend surtout des formules qui exhortent les défunts à se réveiller et à s'élever, en soulignant sa relation privilégiée avec Osiris, ainsi que les rôles que Horus a dans ces processus de résurrection. Or, la présence de tous ces textes dans la salle 11 vient conforter l'idée, la théorie de Claude Kronecker, pour qui cette salle, en raison de la présence de ces rochers, gros rochers dans la moitié nord de la salle, qui serait une réplique du sarcophage royal, serait justement la réplique d'une chambre funéraire d'une pyramide de l'Ancien Empire. Et plus en particulier, l'image donc de la partie, la salle 11 devrait être considérée comme l'image de la partie occidentale de cette salle, là où est placé le sarcophage, et par conséquent, elle représenterait l'étape finale
avec arrivée dans ces sortes de caveaux fictifs, dans des parcours funéraires, des nombreux parcours funéraires qui caractérisent la tombe des Padiamenopée. Or, ces discours sur la Språkfolkidé nous amènent au deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous cet après-midi, c'est-à-dire les processus de transmission et de diffusion des thèmes décoratifs. En fait, la Språkfolkidé ne figure pas dans la tombe d'Unas ni dans d'autres pyramides à texte. Les formules qui la composent se trouvent dans leur totalité seulement dans les monuments des Pépideux, mais disposées autrement et non selon la séquence que nous avons évoquée. Par conséquent, James Allen a avancé l'hypothèse que cette séquence ne devait pas exister en tant que telle avant les Moyen Empire, quand les premières attestations de cette séquence sont connues. À ce sujet, il est intéressant de noter que dans les mastabas de Sésostrésange, de la 12e dynastie, dans la nécropole de Dicht, une mastaba qui a, dont les textes et les plans ont plusieurs analogies, montrent plusieurs analogies avec la pyramide de Unas. Les formules en question, les formules de la Språkfolkidé, sont divisées en 4 petits groupes gravés sur les parois est, nord et les 2 parois du petit passage qui permet d'entrer dans la chambre funéraire. Ce qui a poussé Allen à affirmer que ces formules ont été ajoutées dans un deuxième temps au décor de la salle, probablement faute de place, donc divisées par petits groupes. Dans ces mastabas, d'ailleurs, les premières formules de cette séquence sur la paroi est, donc ici, suivent directement les formules contre les serpents, exactement comme cela arrive dans la salle 11 de Padiamenopée. Donc, la tombe de Sésostrésange semble représenter, quant à son contenu, un passage tout à fait obligé dans la transmission des textes des pyramides entre les pyramides à texte de Saqqara et la tombe de Padiamenopée, avec qui elle a des points en commun. Un autre exemple d'empreinte qu'on relève dans la tombe de Padiamenopée concerne l'appel au vivant qui est inscrit dans les passages qui va vers les cénotaphes de la tombe. Dans ce cas, l'inspiration vient de loin, notamment de la tombe dans Nomarque, la tombe d'Itibi, dans la nécropole d'Asyut. En effet, Claude Tronecker, qui a publié cet appel au vivant, avait pensé dans un premier temps que cet appel avait été conçu par Padiamenopée lui-même, ce qui aurait bien pu être le cas, car Padiamenopée était un grand savant. Mais en fait, je peux montrer que cet appel au vivant de Padiamenopée est une réplique de cet appel au vivant gravé dans cette ligne dans la tombe de Cénomarque, dans la nécropole d'Asyut. Mais ici, vous avez les textes, la traduction de l'appel au vivant d'Itibi, ici l'appel au vivant de Padiamenopée. Vous voyez bien que Padiamenopée a reproduit, on peut dire comme ça, ces textes d'une manière assez fidèle, mais il a tout de même apporté
des changements et des ajouts au texte d'origine. Ces modifications peuvent être expliquées par la volonté de personnaliser, on pourrait dire de thébaniser l'appel au vivant, par exemple en remplaçant les noms du dieu d'Asiut ou Puaut avec les noms de deux dieux thébaines, Montu et Amon-Ra. Donc, il ne s'agit pas d'une copie exacte de l'original, ça c'est évident, mais plutôt d'une inspiration, d'une imitation créative, d'une citation érudite dont on trouve dans la tombe des Paliaménopées plusieurs autres exemples. Et on peut imaginer que Paliaménopée a eu recours, a eu accès à un manuscrit modèle conservé peut-être dans une archive ou une bibliothèque thébaine, mais dont l'origine est certainement à rechercher dans une institution d'Asiut, probablement la bibliothèque d'un temple, où s'est trouvé vers la fin de la première période intermédiaire les textes prototypes qui avaient été utilisés pour la tombe d'Itibi. Et il est vraisemblable que Padiaménopée, qui était, nous l'avons dit, un homme cultivé et savant, connaissait la provenance et l'ancienneté de ces textes, qu'il a dû choisir justement en raison de ces caractéristiques, comme l'expression d'un archaïsme érudit, voire d'un intérêt particulier pour la littérature classique qui était digne d'être imitée ou même plagiée. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes appels aux vivants est attesté aussi dans une autre tombe de la nécropole de la Sassif, la tombe d'Ibi, lui aussi grand majordome de la divine adoratrice Nitocris Ier, 26e dynastie, donc une tombe postérieure à la tombe de Padiaménopée, où on trouve pratiquement les mêmes textes avec la mention au lieu du dieu Upuaut, d'Amon, des Karnak et des Montu. On peut se demander si Ibi, lui, s'était inspiré de la version de Padiaménopée ou bien du texte qui était à l'origine le texte modèle qui Padiaménopée même avait remanié pour sa propre tombe. Un autre monument qui a certainement joué un rôle dans les décors de la tombe de Padiaménopée est les temples d'Hatchepsout à Deir el-Bahari et en particulier la salle des offrandes sud, ce que Navi l'appelle the South Hall of Offerings, qui se trouve exactement ici. Malgré l'état absolument fragmentaire des parois latérales de la deuxième, de la deuxième salle hypostyle de Padiaménopée, j'ai pu élaborer en partant de ces colonnes d'inscription absolument fragmentaires qui se sont préservées sur la paroi sud, j'ai pu élaborer une hypothèse de reconstitution du décor de deux parois, un décor qui devait être spéculaire. Et je suis arrivée à cette reconstitution grâce justement à ces textes. C'est la formule 607 de texte de sarcophage. Or, les décors de cette salle des Padiaménopées
je pense, devait correspondre au décor des deux parois latérales de la salle des offrandes d'Hatshepsut, où on trouve deux tableaux d'offrandes spéculaires qui sont consacrés à la thématique des offrandes. Vous voyez ici, il y avait l'image de la reine assise qui correspond à ce qui reste de l'image de Padiamenopée assis à l'extrémité de la paroi, devant toute une série de textes, parmi lesquels la formule des textes de sarcophage et des registres avec des porteurs d'offrandes. Donc voici ce que je pense pouvoir reconstituer de deux parois de la tombe de Padiamenopée en bleu clair, les parties qui sont préservées sur les deux parois, tandis que tout le reste est désormais perdu. Et ici, donc, les colonnes que je vous ai montrées avec la formule de texte de sarcophage. Dans ce cas, il est difficile de dire si Padiamenopée avait eu accès directement à la salle des offrandes d'Hatshepsut. On sait que la salle était accessible à l'époque tardive, sous la 25e et la 26e dynastie. Et donc, s'il a pu voir, il a pu s'inspirer du décor de la reine, ou plutôt s'il a eu recours à un schéma, un modèle, un Vorlage, qui était peut-être lui-même dérivé du programme décoratif d'Hatshepsut. Par ailleurs, du fait que ces décors, avec très peu de changements, on les retrouve dans trois autres tombes de la Sassif, Montouemat, Ibi et Papaza, la question devient plus complexe parce qu'on peut se demander qui s'est inspiré de qui et surtout est-ce qu'il s'agit d'inspiration directe ou par les biais d'un modèle, d'un papyrus par exemple. La question reste ouverte pour l'instant. Je passe à un dernier point qui a à voir cette fois-ci avec une vignette du livre des morts. Dans la tombe des Padiamenopée, dans la deuxième salle hostile, sur un des piliers de la tombe, étaient gravés les chapitres 68 avec sa vignette. Tout ce qui reste du chapitre sont ces peu de hiéroglyphes sur ces deux colonnes. Tout de suite, quand j'ai identifié les textes, j'étais très embêtée par cette vignette qui ne correspond pas du tout à la vignette classique associée à cette formule, qui est normalement comme cette vignette ici, du papyrus de Turin, les papyrus de Hue-Funk, où vous voyez, il y a les défunts en adoration, devant un petit autel et un naos avec la porte ouverte, à l'intérieur duquel on voit l'image d'une déesse. C'est évident que l'image, la scène de Padiamenopée n'était pas la même, malgré son état fragmentaire. En effet, on connaît seulement 4 autres attestations de cette même scène, mais c'est des attestations qui sont postérieures à la tombe des Padiamenopée, toutes datées de la 26e dynastie. Se trouvent dans 2 papyrus jumeaux qui ont été étudiés par Madame Moureau, les papyrus de Tacheret Azet et les papyrus de Ankh Ouahira, celui-ci probablement Thébène, l'autre provenant de Saqqara. Mais également, la même scène, on la retrouve
sur le Princeton Pharaonic Roll, toujours provenant de Saqqara, et dans la tombe de Bakr-Enef, la tombe que je vous ai évoquée au début de ma présentation, une tombe de l'époque de Psamétique Ier dans la nécropole de Saqqara. Or, si on fait tourner l'image, on voit bien que ce qui reste de la vignette de Padiaménopée correspondent exactement à cette partie de la vignette de Bakr-Enef et des 3 autres attestations. Ce qui veut dire que Padiaménopée, on peut se poser la question, est-ce que Padiaménopée a lui-même créé un nouveau modèle, nouveau modèle de vignette, où il a employé en tout cas une version de la vignette pour laquelle on ne connaît pas pour l'instant des attestations antérieures, mais en tout cas une version qui a eu un peu de succès, qui a été répandu et à Thèbes et à Saqqara après Padiaménopée. Pour conclure, dans l'ensemble, toutes ces tombes tardives de l'Azazif, y compris la tombe de Bakr-Enef à Saqqara, nous apparaissent comme les produits d'une élaboration savante qui propose des multiples voies d'accès à l'éternité pour les défunts, combinant des concepts et des éléments anciens dans une sorte de théâtralité, de mise en scène grandiose et spectaculaire qui est propre de la nécropole thébaine sous les 25e et 26e dynasties. Et dans ce contexte, un des aspects les plus intéressants qui ressort de cette étude est ces réseaux que vous voyez, ces denses réseaux de relations, des correspondances et des similitudes qui, d'une part, relient entre elles les tombes tardives et celle de l'Assasif nord, de l'Assasif sud et la tombe de Bakr-Enef, mais qui d'autre part les raccorde aussi à plusieurs monuments anciens de Saqqara à Thèbes, de l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait presque 1 heure que je parle et comme dernière image, je vous mets un choix de bibliographie de textes, de publications sur les tombes de l'Assasif et sur la nécropole tardive de l'Assasif.